Rebonjour à tous, pardon. Juste pour info, les verres, on les récupère, on va les redonner au bon endroit, c'est consigné. Donc il ne faudra pas oublier de me les redonner à la fin. Merci. Ce soir, un ciné-débat avec Mallory Morin, donc, qui est la cofondatrice avec Julien de l'association Blutopia. Donc, c'est une association de protection des océans. Tu en diras plus sûrement après moi. Aujourd'hui, c'est sa 3e intervention. Donc, elle est venue une première fois pour faire une conférence sur comment réduire son empreinte carbone. Conférence qu'on a filmée qui sera rediffusée. Elle est venue une 2e fois ensuite pour une conférence sur la pollution plastique. Et puis aujourd'hui, sa 3e intervention avec la diffusion des 2 premiers épisodes de sa série documentaire L'autre confort. Et elle reviendra fin janvier, juillet, ça fait un peu tard, pour diffuser soit le 3e, soit le 4e épisode de la série. Et donc il y aura un débat aussi autour de ça, avec le bon endroit, Surfrider Foundation, le cycle déchets de l'Afsen Métropole, et puis potentiellement Sea Cleaners. Voilà, je ne vais pas être plus long, je te laisse la parole. Merci. Merci Louis. Je vais monter sur la scène, je vous verrai mieux. J'ai le projecteur. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Pour tout vous dire, avant de me présenter, de vous en dire plus sur Blutopia, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je suis particulièrement contente d'être là parce que j'ai mis du temps à arriver. Je viens de La Rochelle. J'étais à Paris hier soir. Je devais prendre le bus aujourd'hui et je suis arrivée à la mauvaise gare de bus. Donc j'étais à Paris-Bercy pour prendre mon bus. Je suis arrivée une demi-heure en avance, comme j'arrive tout le temps pour prendre un train ou un bus. Et puis en fait, je voyais pas le bus affiché sur les panneaux parce qu'il était à La Défense. La Défense, c'est à l'autre bout de Paris. Donc j'ai raté mon bus et je pensais ne pas être là pour le début du ciné-débat. Et finalement, j'ai réussi à avoir un train qui normalement n'aurait pas dû être affiché puisqu'il devait y avoir des travaux sur la ligne. Voilà, donc il y a toujours une solution. On s'en sort toujours. C'est un peu la même chose avec la pollution plastique, avec tout ce dont on parle aujourd'hui, toutes les menaces sur le vivant. Il y a toujours une solution. Nous, c'est ce qu'on essaye de montrer chez Blutopia. Et donc Blutopia, c'est une association que j'ai créée il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi même, avec Julien, et qui a pour mission d'encourager les citoyens et les citoyennes comme vous, peu importe les âges, à agir pour préserver l'océan. Donc ça, c'est notre mission. Et on fait ça à travers des campagnes d'action thématiques qui comprennent des films documentaires, et notamment une série documentaire, qu'on va voir une partie ce soir. Et puis bientôt, des épisodes de podcast, une exposition photo. Et pour diffuser tout ça au mieux, des interventions dans les établissements scolaires, au sein des entreprises, et puis des événements ouverts au grand public. La toute première campagne, c'est de celle-là dont on va parler ce soir. Elle s'appelle L'autre confort et elle était dédiée aux solutions à la pollution plastique dans l'océan. On a réalisé avec Julien une série documentaire dont je vais vous parler juste après. Pour faire ça, on est parti il y a 2 ans, maintenant en 2019, à la rencontre de plus de 60 initiatives pour un océan plus propre. On a rencontré donc au moins 100 personnes, 100 interviews. Ça faisait beaucoup. On avait prévu de rencontrer 27 personnes, une par semaine. Et puis finalement, au fil des rencontres, à chaque fois, on nous disait allez voir telle personne, allez voir telle personne. Et donc, on a rencontré énormément de monde. On avait prévu de faire un documentaire, mais on a finalement fait une série documentaire parce qu'on n'avait pas assez de temps dans un documentaire pour raconter tout ce qu'on avait vu. On est allé dans 7 pays, on a pris l'avion. On a eu une très mauvaise empreinte carbone sur ce tournage. Mais l'idée, c'était d'aller dans les pays les plus touchés par la pollution plastique, les pays qu'on pointe du doigt ici, en France et dans les pays développés, ou dits développés en tout cas, pour voir ce qui se passait sur le terrain et puis pour voir aussi comment les populations locales réagissaient face aux problèmes. Et puis on a voulu faire quand même un tournage le plus responsable possible, donc on avait amené tous nos petits kits zéro déchet, nos gourdes, nos contenants zéro déchet, nos couverts, et donc on a noté à chaque fois qu'on allait prendre des places sur les marchés, dans des restaurants, et qu'on prenait tout ça dans nos contenants, le nombre d'objets en plastique à usage unique qu'on évitait. Donc c'est des petites choses, mais on était un peu fiers à la fin de se dire qu'on avait évité au moins 3106 objets à usage unique en plastique. Donc de tout ça, on a tiré 4 épisodes. Vous avez les titres ici. Ça explore un peu le cheminement que nous, on a eu
quand on s'est renseigné sur la pollution plastique et qu'on a vu ce qui se passait dans l'océan, qu'on aimait tant, parce que moi j'ai grandi à La Rochelle, je fais du surf depuis que je suis petite, je me suis formée pour devenir guide de plongée sous-marine, et donc plus on passe du temps dans l'océan, plus on se rend compte qu'il y a un problème qui le menace, et notamment ce problème de la pollution plastique. Il y en a d'autres, mais c'est le plus visible. Et donc quand on voit ce plastique un peu partout sur les plages, dans l'océan, on n'a qu'une envie, c'est le collecter. Donc c'est l'épisode 1 de notre série documentaire. Puis une fois qu'on l'a collecté, on se dit qu'il faut bien en faire quelque chose, il faut le revaloriser, idéalement dans des objets plus durables. Donc l'épisode 2, c'est revaloriser. Et ensuite, on se rend compte que revaloriser, ça prend du temps, ça demande de l'argent. C'est aussi notre type de pollution qui va être engendrée, notamment des émissions de gaz à effet de serre, que c'est des infrastructures qu'il faut construire. Donc il faut absolument réduire à la source le plastique qu'on produit et qu'on consomme. C'est l'épisode 3. Et finalement, qu'il faut aussi éduquer, partager toutes ces solutions-là. Et donc ça, c'est l'épisode 4. Éduquer, qu'on appellerait plutôt transmettre aujourd'hui, pour ne pas se mettre sur un piédestal, comme si on avait toutes les informations en notre possession. Ce n'est pas le cas, mais plutôt transmettre les bons messages, en tout cas ceux qu'on a compris. Ça, c'est une phrase que nous a dit Katrina Zollhaug. Donc vous allez la voir un peu dans les épisodes, il me semble, dans les 1 et 2. Elle a fondé le premier magasin zéro déchet du Cambodge, qui s'appelle Babel, dans un hôtel, donc dans l'accueil d'un hôtel. Et elle nous a dit, c'est vrai que c'est plus pratique d'utiliser du plastique, mais est-ce vraiment pratique de ne plus avoir de planète ? Et c'est de là qu'on a tiré le titre de notre série documentaire, L'autre confort. Donc je ne vais pas plus parler. On en reparlera de toute façon ensemble à la fin de la diffusion des épisodes 1 et 2. Je vous lance l'épisode 1, après j'enchaînerai avec le 2, et puis on pourra échanger quand ce sera terminé. On en a pour 1 heure à peu près. Imaginez ne plus pouvoir prendre qu'une respiration sur 2. C'est ce qu'il se passerait si l'océan n'existait plus. Pourtant, petit à petit, le plastique est en train de l'asphyxier. Et tout ça pourquoi ? Notre propre confort. Et si aujourd'hui, le confort n'était plus dans la légèreté, l'accessibilité ou les prix bas ? Yeah, maybe your life is going to be a little bit less convenient, but is it really convenient to not have a planet? Il est temps de changer de perspective. L'autre confort, c'est s'assurer que nos actions aient le plus petit impact sur l'océan. L'autre confort, c'est s'assurer que notre génération et les prochaines puissent continuer à respirer. It's time for change, for everywhere and for everyone. Et on a une bonne nouvelle. Les solutions existent et répondent à 4 objectifs. Collecter les déchets plastiques, les revaloriser, réduire la production et la consommation de plastique à la source et éduquer les gens pour éviter de répéter les erreurs que l'on a déjà faites. The movement is really growing right now, and it's the moment that everything is booming and everything will be exponential in the upcoming years. So I think together we will make it, and we will change the direction fast enough so that we don't do more damage than what we've already done. Au fait, moi c'est Mallory, et lui c'est Julien. Après avoir changé notre mode de vie pour réduire notre empreinte écologique, on a créé Bluetopia, un média positif qui centralise les vraies solutions pour protéger l'océan. Et en 2019, on est parti à la rencontre de celles et ceux qui développent ces solutions pour tourner la série documentaire que vous êtes en train de regarder. Notre objectif, vous donner espoir en l'avenir. Vous prouvez que l'utopie d'un océan sans plastique est presque à notre portée. Vous montrez que même dans les pays considérés comme les plus pollueurs, des femmes et des hommes s'engagent tous les jours pour protéger l'océan.
Allez, c'est parti, on vous amène avec nous. Hop, 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 pause. Là, c'est l'instant clash. Et oui, on a pris l'avion pour mener à bien ce projet. Mais on espère que l'impact positif de notre série documentaire sera plus grand que l'impact négatif qu'on a eu en choisissant de prendre l'avion. Et ça va dépendre de vous. C'est en passant du temps dans l'océan, à surfer, à plonger et à nager, qu'on s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts. On ne passe plus une journée sans retrouver du plastique. Alors, on s'est dit qu'il fallait agir. Maintenant. Notre premier réflexe, c'était de collecter tous les déchets plastiques que l'on trouvait dans l'océan, sur les plages et dans les rues. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'on a découvert Tech3 et Trash Hero. Hi, I'm Carl and I'm a trash hero. I'm Tim Silverwood and I'm one of the 3 co-founders of Take3. A lot of people think that, well, I didn't throw that piece of rubbish on the ground, so it's not my responsibility to pick it up because I didn't put it there. But our species put it there. We are one species and it's our responsibility to take it out of the environment so other innocent species don't get impacted by it, because they didn't evolve for millions of years to be perished and to be extinct from plastic. Trash blindness is like people living their lives, doing their thing and just throwing away rubbish and not seeing it anymore. And once it's out of their hands, it's like, yeah, not their problem anymore. So they don't fully understand what can happen with that trash. C'est justement en encourageant chacun et chacune à ramasser 3 déchets partout où il ou elle va que Tech3 veut mettre fin au phénomène de trash blindness ou l'aveuglement face aux déchets. Take 3 pieces of rubbish with you when you leave a beach, a waterway, or really anywhere in nature or on our planet. And that's because the ocean is downhill from everywhere. We deliver education programs in schools, communities, surf clubs, and we have a very big online presence. So check us out at Take3 for the Sea and join the movement. Sure. And so you've been sailing through the Great Pacific Garbage Patch a few years ago. Yeah. What did you see there? Yeah, Why did you decide to do this? This is really at the start of my journey. So we had started Take3 in 2009, and then I was doing lots of research into the problem, and I found out that Algalita Marine Research, who was set up by Captain Charles Moore, they were doing an expedition to go and study the garbage patch. And I remember seeing the article online and nothing else mattered in my life. I was like, I have to go on that vessel. I have to go and see this for myself. And so I quit my job, I fundraised the money, and away I went. And I was out there for about 3 weeks. So sailing from Hawaii to Canada and seeing the problem firsthand, interacting with the scientists, meeting other activists. It was really an amazing experience. And how do you think we got to this point with so many plastics in the ocean? I think we have become so detached from the impact that our consumption has on the planet. You can look at many cultures around the world and they live in harmony and subsistence with their natural environment. But as we've become more globalized, as we've gone into this hyper-consumerism state,
we now externalize all those impacts. We just have that food that comes to us, it's processed, it's packaged, we know nothing about where it came from, what it does to us, and of course what it does to the planet. So there's the real problem there I see around that disconnection of us as one species, Homo sapiens, with the millions and the billions of different species that make our planet habitable and beautiful. So, cigarette butts. Anyone want to have a guess of how many we got? 2,000. 2,000? Higher. Higher. 5,480. So cigarette butts, they are the #1 littered item in the world. There's massive fines now for littering cigarette butts in Australia. I think it's up to $500. Whether it's enforced or not is a different story. But cigarette butts are made from really thin plastic fibre, and it's folded over like thousands of times to make it into the cigarette butt. And then because of the tobacco and the tar and what the plastic is made from as well, they're full of heavy metals. And as soon as it gets into the water, it leaches out. Take 3 is really trying to build a movement. I think when you look at the sort of challenges that we're up against, obviously fast-moving consumer goods, packaged and processed foods, the petrochemical industry, there's so many people with a vested interest in keeping this machine going forward. And so we realise that it's people that are creating that, so it's only going to take people to actually start to reduce and to solve that. So the more people we can get engaged in simple actions, like Take 3 for the Sea, the more we can start to create a new vision for the future. And it's not going to be easy. I see a lot of people who've been working in the environment movement for decades, and they're still challenged by the lack of progress. So it's not going to be easy. We need to send it into hyperdrive. And I think that's certainly happening at the moment. In the 10 years since we started Take 3, the movement has grown from being unknown and misunderstood to now being very mainstream. So we're getting somewhere. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose lors de nos discussions avec Tim, mais nous en tout cas, on a tout de suite compris que Take 3 était bien plus qu'une incitation à simplement ramasser les déchets. Pour lui, les nettoyages de plage sont un moyen de rassembler les gens et de leur montrer que les produits qu'ils utilisent dans leur quotidien peuvent se retrouver dans l'océan, même s'ils les jettent dans leur poubelle. Et ça pousse forcément toutes les participants et participantes à adopter des changements dans leur quotidien. I looked at this place and it's beautiful, like look where we are, and I thought there's no rubbish. And as soon as I put my head down, I've just been sitting in this one spot for 10 minutes picking up little polystyrene balls. And that's the thing that I've taken away from today is I will never buy anything with polystyrene again. I didn't realise the level of the impact that has and how prevalent it is on our beaches. That's really shocking to me. I think it's important because it brings a lot of consciousness to the people doing it, or at least or people walking around and they see us doing it, they always ask, why are we doing it? Why, last one we did is, I got asked if I was doing community service or if I was getting paid for it. I was like, no, I'm just doing it because I see the rubbish there and I'd rather pick it up than to end up in the ocean. But I think it's really good. It brings the idea of how much, because you look at it, if you look at it from here, it doesn't look dirty, right? And then if you go in, you're like, oh, that piece and that piece and that piece. I think that's more about than picking up rubbish. It's more about that people get the idea and they pick it up and they incorporate it into the daily routine. Or, yeah, the information that they get from it, it's very important, yeah. I think that the way that we can engage people around waste and around plastic pollution is to really connect it to them and their stories and make them feel empowered that what they're doing is making a difference. Nettoyer, c'est sans doute la première chose à laquelle on pense quand on décide d'agir. Mais qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, nettoyer pour nettoyer n'a aucun sens. Exactement. En fait, les opérations de nettoyage ne sont pas utiles pour nettoyer en tant que telles. Elles le sont pour nous faire prendre conscience de notre impact et pour nous pousser à tout faire pour le minimiser. If we just clean up and do nothing else, we will forever be cleaning up. Alors évidemment, vous pouvez ramasser des déchets, mais n'oubliez pas de faire votre maximum pour ne plus utiliser ce que vous ramassez. I think it's because since moving here, I learned to love the ocean so much, and I live a block away
I surf every chance I got. I just get out there, put my wetsuit on and just like be out. Even if it's not a lot of surf, I like to be in the ocean. So I think I learned to love it that much that I want to protect it. And the more you see and the more you like inform yourself, then you know how much of a bigger problem of what we think we have. But I think the key is to stay positive. I think the key is to like go, okay, we can do this. If I'm involved, you're involved, and we get this person involved, then we can make a change. And I think that's what keeps me going as well, is like the fact that I want to be, like in 20 years or 30 years, I want to be proud of myself and go, oh, when we discover that problem, I did something to change it. But yeah, it can get quite depressive, especially if you start seeing documentary after documentary, you're like, oh God, we're done. Sauf si c'est notre série documentaire que vous regardez. J'espère que vous l'aviez compris jusqu'à maintenant. Chez Bluetopia, on mise sur le positif. On fait tout pour vous inspirer et vous donner envie d'agir, pas pour vous déprimer. I think the key is to change, like start making small changes, and then by doing those small changes, you're gonna be more aware and become part of what is going on, and you should care that you're still gonna be seeing turtles, dolphins, and like enjoy the water, and yeah, just like I guess to care more and to be more connected. I think the key will be more connected to the earth, to the ocean that we got so close here. Like be more connected, be more aware of what's going on and actually take care of it. Yeah. What I'm concerned about is the collateral damage that we cause in the meantime, that we cause to our own species, but to these innocent species out there who've been living in harmony with our planet for a heck of a long time. That's what really drives and motivates me. I care about them almost more than I care about us. On appelle ça une punchline. Mais en fait, en se préoccupant des autres espèces, c'est la nôtre que Tim va sauver. Peu importe ce qui compte pour vous, on a tous et toutes besoin de l'océan. Petit point Jamy. 50% de l'oxygène que l'on respire est produit par l'océan. Ou plus précisément par les phytoplanctons qui réalisent la photosynthèse. Donc soit on fait tout pour protéger l'océan et continuer à respirer normalement, soit on fait de l'apnée la moitié du temps. Mais bon, malheureusement, on ne s'appelle pas tous et toutes Guillaume Néry ou Julie Gauthier. Si vous n'avez pas les références, Wikipédia vous attend. En tout cas, nous, on en a rencontré un qui fait tout pour continuer à respirer normalement. Direction le Myanmar pour le rencontrer. Well, I think Trash Hero Myanmar all really started with the lake behind me, the Eon Lake. I've been a sailor since I was 9. That was back in 1994. And I grew up on this lake. And over the past years, from sailing to coaching, managing, and to becoming the vice president of the federation, I realized that sailing and the water you sail in plays a very important part. Now, if you're sailing and the water you're sailing is absolutely dirty, then I think we have an issue. And hence, I had to do something about the lake that I was training in. After 20 plus years of sailing, I've realized that through development, there comes trash. And therefore,
we had to clean up our lake, the lake that we train in. And I didn't know how to do it until my coach, my mentor, who introduced me to Trash Hero and said that could be a possible solution. So we decided to do our first Trash Hero, and then hence Trash Hero Myanmar came about. Well, our motto is we clean, we educate, we change. So through our cleanups, we're hoping that the people that volunteer in our cleanups will become educated and that their daily habits of trash will change. When our first cleanup, we did that in 2016 in June. There was only 50 people. But now we are 15,000 volunteers strong, in which 5,000 are children or kids under the age of 16. We've done 200 cleanups. We're operating in 12 chapters, and we've cleaned up a combined total of 50,000 kilograms of trash. The reason why I joined was because when my mentor, when he told me about the idea, he didn't say, you know, how to take part in this whole movement. He said, you should become a hero. You should become a trash hero. And the idea, I mean, the name of it is so catchy. And then I was like, well, I want to be a hero. We all take a step, we will all make a difference, much more than sitting and feeling bad for the state of the world. I only started this 3 years ago. I'm 33 years old. But 30 years of my life, I did care about the environment, but not to the extent that I would take action for it. I always made sure my trash was going into the bin. You know, I try to not pollute as I should, or sorry, as I shouldn't. But I think what's important is when people realize that this is a problem, and this problem is at your doorstep like it was in mine in 2016, you have no choice but to take action. Because if you do not take action, this problem will affect you. It will affect your life, perhaps your business, your passions. Until we all understand and see the problem and know about the problem, then we won't be able to make a change. Alors, est-ce que votre quotidien est menacé par la pollution plastique? Sans doute pas si vous habitez dans un pays dit développé. Il faut dire que nos déchets sont très vite envoyés loin de chez nous pour qu'on les oublie et qu'on ne se remette pas du tout en question. En Asie, ils n'ont pas cette chance. Ils ne peuvent pas se voiler la face. Alors ils agissent, et sûrement bien plus que nous. Aujourd'hui, on doit réaliser l'ampleur des dégâts. Et on doit comprendre que chacune et chacun d'entre nous est responsable et qu'ici aussi, il faut agir. Alors c'est vrai que parfois, les collectes de déchets, ça peut être un peu déprimant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé à Carl s'il avait encore de l'espoir. You must have hope. I don't think without hope, we wouldn't continue to do what we do. You have to have hope. And I do believe in humanity, that when we are faced with challenges, and history has shown us and time again, as humans, we will overcome those challenges. So yes, I do believe we have hope. Et vous? Vous y croyez? Vous pensez qu'on peut changer le monde dans lequel on vit? Qu'on peut changer notre définition du confort? À vrai dire, que vous y croyez ou pas, peu importe. La vraie question, c'est plutôt, agissez-vous pour que ce soit possible? Once you know about the issue, you cannot avoid it. Honestly, I tell this to a lot of people as well. Sometimes I didn't want to know about Trash Hero, or I didn't want to be involved with it, because ignorance is bliss. I was happier not to know of the problem.
you know? But now that I know and I'm aware of the issue, I cannot turn back. I would say that in the 3 years experience of working with Trash Hero, we've done a lot of cleanups. But the most important lesson that I have learned is that you cannot change the world, nor can you change your country, nor can you change your friends or your family. The only person you can change is yourself, the person in the mirror. 3 years of working on this, and that's the main lesson that I have learned. You have to change yourself. You have to create good habits, habits that are as important as going to the gym or taking care of your health. You have to create positive habits to ensure that you reduce your plastic or carbon footprint. I am from Myanmar. I am a citizen of Myanmar, but I am also a citizen of the world. And as a citizen of the world, it is my responsibility and everyone else's responsibility that we have to take accountable of our actions, and that our carbon footprint, our pollution, we must reduce in order for our future to be sustainable. That is a must. And so I like to conclude this interview by saying, make the change within yourself. That is the most important thing. It is more important than teaching other people, but try to change yourself first. And I can guarantee you, that's probably the hardest thing to do. I'm still working on it, and I'll probably be working on it for the rest of my life, but that is the most important thing to do. Change yourself. Dans le premier épisode de l'autre confort, on vous parlait de collecte de déchets. On est convaincu que ce n'est pas une solution en soi et qu'il faut aller beaucoup plus loin. I think we as mankind should really not fuck up our planet. Pour que la collecte des déchets ait un sens, la revalorisation est nécessaire. Ça paraît peut-être évident, mais une fois collectés, il faut bien en faire quelque chose. Alors on les transforme pour pouvoir les réutiliser et idéalement en faire des objets utiles et durables. L'avantage, c'est que plutôt que de puiser de nouvelles ressources dans la planète, on utilise des soi-disant déchets comme matière première. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions de revalorisation ne manquent pas. On vous présente nos préférés tout de suite.
Hi, I'm Jan. I'm the co-founder of Reform. Bonjour, je suis François, fondateur de The Plastic Flamingo. Hi, my name is Jeff and I'm Regional Director of Topical. My name is Frido Jeske and we are in Yangon, Myanmar. You need a more specific... Quand on a tous ces déchets sur les bras, qu'est-ce qu'on en fait? Si on les laisse là, le vent va les ramener sur la plage. Et si on les met dans une poubelle, ils ont de fortes chances de finir dans l'océan. Surtout que la plupart de ces déchets ne sont pas recyclables et encore moins recyclés. Heureusement, il y a des entrepreneurs qui font tout pour valoriser les plastiques considérés comme de mauvaise qualité. Low value plastic is everything that is either non-recyclable or typically not recycled. C'est à Da Nang, une ville située sur la côte est du Vietnam, qu'on a rencontré Yann. Là-bas, il a lancé Reform. Le principe, encourager les waste pickers locaux à collecter les déchets plastiques dits de mauvaise qualité, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas recyclables et du coup pas recyclés, pour en faire des objets durables et attractifs sur différents marchés. La construction, l'agriculture et l'ameublement. These informal recyclers, they're doing the only job in this country that is helping, really. They actually are picking up trash, recyclables, and it's not perfect. There's a lot of issues with it, but they actually are doing the recycling, and they get no recognition whatsoever. Reform really takes a local community approach to tackling the waste management challenges in Vietnam. Focused very much on low-grade plastic because that is the problem that we see in the environment mostly. Water bottles are picked up, some high-value plastics are collected, but everything else literally gets left behind by the same waste picker that picks up the bottles. And the whole project is really focused on finding a system where all of it gets picked up and processed into usable products. We're using processes that cut out the straightforward recycling where material gets turned from an object back into its raw form, into a pellet. We don't do that. We cut that part out completely. We either shred and melt, or we melt directly from unshredded material, which is more energy efficient. And therefore we can lift value that in a normal recycling process you can't, at least not economically. We are working directly with the waste pickers. Yeah, so we pay the waste pickers the same amount of money for any plastic waste as other recycling centers pay the waste picker for PET bottles, which makes it financially attractive to them. We can turn something that is actually valueless into a relatively high value base or end product. Reform will be the new standard. That's my vision. I believe in it so much that I think that we still have a lot to learn, but it can work in any country, any setting, any size city, with people from any educational background. If any of the waste workers that in the end stand at the machine come up with a new product, we want to roll it out through all of the centers, and each time someone sells that product that someone created,
he gets a royalty, he gets a licensing fee. In essence, you know, like what we try to do here at Reform is, in essence, I find like quite simple, right? It's really thinking, okay, let's be pragmatic. Let's see what waste we have. What do we find on the beach? What do we find, you know, in like on stuff on landfills or stuff that doesn't get used but is in the environment? Okay, this is what we got. How can we make products of this with an economic value? And in essence, that's not really a hard thing. But then, you know, try to make a sustainable business model with all these actors in this value chain is quite a challenge. Ce défi, François l'a accepté. Il a quitté la France pour lancer 2 plafs aux Philippines avec sa femme Charlotte. Leur ambition, transformer les déchets plastiques de mauvaise qualité, et oui, encore cela, pour en faire des abris d'urgence en cas de catastrophe naturelle. La pollution océanique plastique aux Philippines, c'est un paradoxe. Il y a un profond paradoxe philippin. Le 13 mai prochain, c'est les élections nationales et locales. Les Philippines vivent au rythme de ces élections partout. On sait que 7 électeurs sur 10 vont donner leur préférence à un candidat en faveur du bannissement des plastiques à usage unique. Donc on a un pays extrêmement conscient de la situation. Depuis 10 ans, les Philippines sont quasiment systématiquement les numéros 1 de l'ICC Day, l'International Coastal Cleanup Day. C'est un événement mondial où tout le monde se met à ramasser le plastique dans les rivières, sur les plages. 200 000 Philippins en 2017. Dès le plus jeune âge dans les écoles, les jeunes Philippins sont enseignés sur l'impact de la pollution plastique sur l'environnement. C'est un pays de marins, c'est un pays de pêcheurs, c'est un pays qui vit au milieu de l'eau, qui a la mer qui coule dans ses veines, qui a un attachement profond à l'environnement. C'est un pays dont les racines coloniales espagnoles font que c'est un pays chrétien dans lequel la notion de advocacy, de vocation, est extrêmement importante. Donc on trouve une multitude aux Philippines de micro-organisations et de micro-actions de lutte contre la pollution océanique plastique. Donc en plus il y a Facebook là-dessus qui a un taux de pénétration extraordinaire aux Philippines, plus que partout au monde. Donc vous ne trouverez pas un Philippin qui n'est pas inconscient du fait de la problématique de la pollution océanique plastique aux Philippines, qui ne se sent pas coupable de cette situation, qui n'a pas envie d'agir. Tous le veulent. Il y a un enthousiasme extraordinaire pour cette problématique. Tous ne demandent qu'une chose, limiter la pollution océanique plastique. Dernier élément, les endroits les plus pollués qu'on médiatise souvent, les bidonvilles, etc., avec les rivières, les petits waterways, les petits ruisseaux remplis de plastique, de déchets plastiques. Source quasiment numéro 1 de stress pour les communautés qui vivent dans ces zones-là. Si vous leur demandez qu'est-ce qui pèse le plus pour eux, c'est le fait que leur environnement soit sale. Donc qu'on ne me dise pas, jamais, qu'un Philippin n'a pas envie de réduire la pollution océanique plastique. Il en est honteux, il en souffre, il en est désespéré. C'est contre sa nature profonde. Alors pourtant, c'est le 3e pays qui pollue le plus. Alors c'est ça qu'il faut interroger. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Alors moi je vais te dire. Eh bien, c'est un pays qui est une single-use plastic nation. C'est-à-dire un pays qui a une profonde dépendance au plastique, aux emballages plastiques à usage unique. Si on prend juste la problématique du recyclage, 10% seulement du plastique aux Philippines est recyclé. Et en réalité, seulement 2% vont être recyclés dans des produits locaux. Le reste est exporté en Chine sous forme de granulats plastiques. Donc en termes de recyclage, déjà, il y a un monde à explorer. Donc l'image du waste picker qui ramasse des bouteilles dans la rue, du chiffonnier qui ramasse des bouteilles dans la rue et qui dit que le pays, qui fait penser que le pays recycle les plastiques, est complètement fausse.
En tout cas, elle a un impact qui est ridicule. C'est un système qui est profondément inefficient. Si on regarde la consommation en single-use plastique des Philippines pendant 1 an, on couvre Manille d'une couche de 30 cm. Donc qu'est-ce qu'on fait avec PLAF? Donc on est face à ce constat qu'on a 500 000 tonnes par an qui finissent dans l'océan ici aux Philippines. Que c'est essentiellement des multilayers plastiques, donc des plastiques multicouches, des soft plastiques, qui sont extrêmement difficiles à recycler et que très peu de monde recycle. Nous, on choisit de se positionner en urgentiste de la situation. Parce qu'avant de soigner les symptômes d'une maladie, il faut éviter que le malade ne périsse. Alors nous, on met en place un système de collecte des déchets adapté aux pays en voie de développement. On récupère tous les plastiques dont personne ne veut. Bon, maintenant qu'on a des tonnes de plastique avec nous, il faut en faire quelque chose. On ne veut certainement pas qu'ils aillent sur un landfill, une déchetterie, parce que première mousson venue, ils vont se retrouver dans la rivière, dans le plastique, le fleuve plastique et dans la mer. Donc il faut bien leur trouver une issue. Donc nous, on cherche à mettre en place une économie circulaire. Donc on recycle ces plastiques. Et là, question, quelles sont les technologies disponibles aux Philippines pour recycler les plastiques? Ben, il n'y en a pas 36 000, il y en a un, voire 2. Donc il y a un gars qui sait faire des planches avec les plastiques souples. Donc nous, on lui a demandé de travailler sur un certain nombre de planches qu'on lui demande de fabriquer pour nous, le temps que nous ayons notre propre usine et que nous importions une technologie qui est déficiente ici aux Philippines. On fait des travaux d'ailleurs de recherche et développement avec l'Université des Philippines pour développer notre propre technologie, ici avec des acteurs locaux, mais qui nous permettent d'avoir un matériau et une technologie plus fiable que la seule existante ici aux Philippines. Donc avec des plastiques souples, très dégradés, avec de l'aluminium dedans, la meilleure option, c'est de faire des planches. Et les planches, elles ne seront pas extraordinairement jolies, donc on peut faire des meubles, ce qu'on fait, mais on peut surtout faire des matériaux de construction. Donc nous, on a choisi de travailler avec un cabinet d'architectes français qui s'appelle Patriarche pour dessiner des habitations faites 100% à partir de nos planches en 100% en plastique recyclé. Donc ces maisons servent essentiellement pour nous à des usages d'abri d'urgence. Donc c'est des maisons en kit qu'on peut construire en 5 heures, 4h45 pour être précis, qui permettent de reloger des familles suite aux catastrophes naturelles. Donc avec les plastiques de la communauté, au service des plus pauvres dans la communauté, des populations les plus vulnérables, celles qui sont touchées par les catastrophes naturelles, un produit 100% recyclé, 100% recyclable, économie circulaire extrêmement vertueuse, impact social à droite, impact environnemental à gauche. Nos planches, elles durent 20 ans, elles durent 50 ans, elles ne vont pas bouger, elles sont plus propres que du bois en termes d'émissions, elles sont plus solides, elles ne vont pas pourrir dans l'eau, elles ont juste tout gagné. Non mais sérieux. Et on n'en a pas fini avec tout ce qu'on peut faire des déchets plastiques. Les possibilités sont presque infinies. D'ailleurs, j'en porte une sur ma tête et elle vient tout droit d'Indonésie.
Topiku means my hat in Indonesian. What we do is we take waste materials such as bucket scraps, fabric dead stock, tin cans, aluminum cans, as well as scraps of batik. And we upcycle that and recycle all those materials into a premium headwear. The whole goal of Topiku to start out with was to show people that you can take alternatives to virgin materials and you can still create a product that still looks aesthetic and the quality is there, even with upcycling and recycling materials. You don't have to use virgin materials or factory production to achieve that quality and look. So I'll take you through the process. The first and most interesting one for us is the bucket recycling for the brim. So what we do is we collect HDPE plastic scraps that usually come from things like plastic buckets, broom handles, maybe also some empty bottles and stuff as well. And we crush those up into smaller scraps of plastic. Once we do that, we wash them and we dry them in the sun. We grind them again one more time before we feed them into a plastic injection mold machine that will melt it down and it can print new brims from the recycled HDPE plastic. The base of the hat is also made from GOTS, certified organic cotton dead stock. It's taken us years of searching, of factory hopping to actually find someone to work with that will actually sell us their scraps that are from defaulted stock from larger companies. And when these large multinational companies default on a stock of fabric like this, it's not just a couple meters or even a couple thousand meters, it's hundreds of thousands of meters that are just left sitting in warehouses. The buttons on top are also punched out from aluminum cans such as your Coca-Cola, Sprite, Fanta cans that are also collected from landfills as well. And the bottom of our hats, we put batik motifs on. So how I get this is every couple months I'll fly to Solo to the factory where we've built a relationship with them, and they let me go through their literally tons of batik scraps. Probably one of the most fun parts of my job is just sitting there sifting through all this colorful batik, and either me and Monty, the founder, will handpick which ones we think would fit best with the base colors. And of course they are all handmade in Chigondewa by master hat artisans. Topiku, c'est la casquette que je porte 300 jours par an. Elle a tout pour plaire, regardez. Elle est jolie, elle est durable, croyez-moi. Et en plus, regardez, ça fait plus d'1 an que je la porte, elle n'a pas bougé. Bon, c'est fini l'instant promo. Comme vous le disait Julien, les solutions pour revaloriser les déchets plastiques sont presque infinies. Alors maintenant, on part au Myanmar à la rencontre de Fridor. C'est un ancien ingénieur du secteur des déchets qui a décidé de tout plaquer pour pouvoir créer Chuchu. That is a kind of handicraft, social enterprise working with recycle, also with waste materials, and trying to upcycle them in a way that it becomes again interesting for customers to buy. Yeah. So I always say not what kind of items we can make, let's say what kind of techniques we are doing. So the one is a kind of fusion technique, this is like this one. So actually what we do is just kind of heat plastic bags together to have a more rigid, stronger plastic sheet, which we then mostly sew to bags, wallets, this kind of material items. So or what we can do is kind of use crochet, and that is a common technique where you actually cut the plastic bags into long strips and you kind of crochet them back together. What we do as well is we use a traditional weaving technique which normally you use with thread, so we as well
cut the plastic back into kind of long stripes and kind of weave them. So in Chuchu is done as well, kind of designing the items with the producers. Actually, it's a kind of core group of producers who design items and then decide, okay, who actually can make this item, how much time this producer has, where it is, what kind of access to materials they have, what kind of qualification these people have to kind of do that. And then this is kind of, so slowly the producers are growing their portfolio. Then sometimes they employ more people or they take more family members into the group and kind of grow as a producer family. So it's a kind of cooperative of families actually. Frieder avait beaucoup de choses à nous dire. Il est le grand gagnant de l'interview la plus longue du Bluetopia Tour. Plus d'1 heure et demie. Bon, on a appris plein de choses, mais je ne vous parle pas du dérush des vidéos après. I did a kind of survey here in a slum in Yangon. He's asking why, when you go out and you buy your soup in the morning, why are you not just taking your steel carrier? This is not a difference for you, right? And then she was laughing and said, yeah, before we were doing that, but then we become modern. Transition parfaite. Après avoir traité la collecte et la revalorisation des déchets plastiques, on s'est demandé si finalement il ne valait pas mieux se concentrer sur la réduction de la production et de la consommation des plastiques à la source. Reducing first. Oh yeah, definitely. There's enough out there. If we do not produce any more plastic, we would still push forward with the project because there's so much out there that we can still use, not only now, but years and years from now. So we want there to be no additional product, and we call it product, base product or raw material. But of course, that's utopia. There will always, actually, it'll get worse in our opinion. It'll get much worse before it gets better. Bon, juste pour être sûr, on a reformulé la question. On a demandé à Yann si lui personnellement, il réduisait ses déchets. I'm not reducing, and I know that's wrong, but that's every person's choice. And I don't think that you're going to change the human mind as fast as you can change a system. No, so I'm quite aware. So I don't like to consume a lot of plastic. So if, for example, I order like a bami, a baguette, and they want to put the plastic back around it, I say like, no, please, never mind, that's okay. So I think the awareness is there, like intrinsically for me alone, and I think that's kind of it for now. For me, but now you ask this question, I realize, yeah, maybe there's something more I can do on that. Et si finalement, il suffisait de poser la question pour déclencher l'action? Bon, ça me paraît un peu simple, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et vous, que faites-vous pour protéger l'océan? Pensez-vous que vous pourriez faire mieux? For me, convenience is key. If it's more convenient to recycle, reuse, then people will do that. If it's convenient to use a plastic bag, then people will do that. There will be some idealists that will not. But the vast majority will. Clairement, en créant Bluetopia, on fait partie des idéalistes. La réponse de Yann nous montre une des limites de la revalorisation. Alors oui, il y a tellement de déchets plastiques sur Terre qu'il vaut mieux en faire quelque chose. Mais le souci avec ce genre de solution, c'est qu'on ne remet jamais en cause le vrai problème, la surconsommation. Et même sans aller jusque-là, tous les projets de revalorisation utilisent des déchets plastiques comme matière première. Donc ils ont besoin des plastiques pour créer de nouveaux produits et puis pour exister, tout simplement. I'm like on purpose trying to not use the word recycling because I think it's a dissolution, so we say. People think that, okay,
And still in Norway, I'm kind of disappointed every time I go back to Norway that grown-up people say, oh, but I recycle. They take the plastic bag from the grocery shop because they use it as a garbage bag, so they recycle it, they think. And because we have such a good recycling system in Norway, it's kind of, I think, sometimes that maybe makes it even more dangerous because you don't see it, because it's recycled and you think, I throw it away, it goes away, and it gets recycled, so it's fine. And that makes it, that's not how you change the problem. You have to just stop using plastic. What they hold in their hands or what they buy actually determines the future of the planet. I just can't repeat enough that change has to be driven from the consumers. If there's at least anything that you can do if you want to support your local ethical brand is to buy something from them. On n'aurait pas dit mieux. Pourtant, avec cette réflexion, je crois qu'on oublie quelque chose. Notre situation de privilégié. Pour pouvoir consommer responsable, il faut avoir une alternative à sa consommation. Et il suffit de 2 minutes dans le Sari Sari Stores du coin, donc c'est-à-dire le petit magasin de proximité, ou dans le magasin Pure Gold, donc c'est un magasin de supermarché pour les middle class, pour les classes moyennes, pour se rendre compte que dans les rayons, nous n'avons que des produits suremballés en plastique, multilayer plastique. Ça n'est pas parce qu'on génère des revenus dans les collectivités locales extrêmement pauvres qui vivent avec moins de 2 $ par jour, par personne pour vivre, qu'on va les inciter à qu'on empêche leur réduction de l'usage du plastique. C'est pas du tout lié. Je reviens sur le modèle consommateur. Ils consomment ce qu'ils peuvent consommer. Nous, ce qu'on permet, c'est que ce qu'ils ont consommé, tant qu'ils n'ont pas autre chose à consommer, ne finissent pas dans l'océan. Et on leur permet de gagner un peu d'argent pour ça, ce qui permet d'avoir un impact social vraiment important dans la société, dans la communauté, qui éventuellement d'ailleurs par la bande leur permettra de consommer mieux s'ils en sont les capacités. Je pense vraiment que c'est très très important de garder à l'esprit que la philosophie du zero waste, à laquelle je crois profondément en tant que Français et que j'applique en permanence en France, est une philosophie qui ne fonctionne que quand on est riche et quand on a une alternative de consommation. C'est très important. It's more of like an economic problem, really, why we have so much items packaged in smaller quantities. Ça paraît presque évident, mais je préfère quand même le préciser. Ce sont bien les plus riches qui polluent le plus, parce que ce sont les plus riches qui consomment le plus. Au final, l'impact écologique global des plus pauvres est minime, même s'ils jettent leurs déchets dans le cours d'eau derrière leur maison. Je me sens responsable parce qu'il m'est facile à moi, qui suis en Europe, d'adopter des gestes éco-citoyens. Parce que je suis riche, que je peux consommer alternatif, je ne suis pas plus éduqué qu'eux sur la question, ils le sont tout autant que moi. Simplement, eux n'ont pas les moyens. Maintenant, je pense qu'ils sont dans cette situation parce que nous avons choisi, nous occidentaux, avec nos marques occidentales, de dupliquer notre modèle de consommation occidentale dans ces pays qui ne sont pas capables d'y faire face. Pour tout vous dire, on n'était pas de cet avis quand on a lancé Bluetopia. Comme François l'a très bien dit, on avait cette vision de riches qui pensent que le zéro déchet est accessible à toutes et tous et que réduire est la seule vraie solution. Je vous rassure, notre avis a bien évolué aujourd'hui et on s'est rendu compte que le problème de la pollution plastique était beaucoup plus complexe et que les solutions étaient multiples. Aujourd'hui, on reste quand même convaincu que réduire est à la portée de chacun et de chacune. Refuser une paille en plastique dans son verre ou un sac plastique ne coûte pas plus cher. Mais évidemment, notre degré d'action dépend de notre situation géographique et surtout de nos moyens. Les solutions qui incitent à la réduction de la consommation et de la production de plastique sont les plus efficaces. Du coup, on y a dédié un épisode entier, alors rendez-vous au prochain épisode. We should be ashamed in the West to not be taking more action, and we should definitely be responsible for every single plastic that we use because we have the alternative.
Mais on avait très envie de faire un documentaire parce que c'est des documentaires, nous, qui nous ont changé dans notre quotidien. C'est en regardant notamment 2 documentaires sur le plastique et ensuite sur l'alimentation. Donc pour ceux qui connaissent, il y a A Plastic Ocean et Cowspiracy, qu'on a décidé de s'engager dans une démarche zéro déchet d'abord et ensuite de devenir vegan du jour au lendemain. Et on s'est dit que les documentaires, c'était un outil absolument incroyable pour diffuser des messages, pour faire prendre conscience aux gens des enjeux de notre époque, et puis potentiellement pour les aider à passer à l'action. Comme nous, ça a pu être le cas. Donc on a décidé de faire un documentaire sans rien y connaître. On a tout appris sur le terrain. Et quand je regarde les épisodes, je vois que les problèmes. Je vois toutes les erreurs qu'on a faites. On a un peu tout fait à l'envers, mais ce sera pas le cas pour le prochain. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu. Et maintenant, c'est à vous de parler, de me poser des questions si vous en avez, ou même de... Ah, c'est mieux, je vois moins les projecteurs. De donner vos réactions aussi. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Le plus difficile, c'est en premier. Ouais, oui. Merci. Alors, moi, je voulais juste faire le lien avec ton deuxième épisode, donc revaloriser. Nous, à l'université, on a mis en place 2 choses récemment. C'est la collecte et le recyclage des masques chirurgicaux. Donc, vous avez probablement vu les bornes de collecte. En fait, on récupère les masques en plastique, les masques chirurgicaux, et les masques en tissu. Et c'est une entreprise, donc Plaquesteel, qui est basée à Châtellerault, donc c'est un peu plus de 300 km du Havre, qui les revalorise. Donc, en fait, ils sont broyés, ils sont désinfectés, ils sont chauffés pour être insérés dans des moules et faire de nouveaux objets. Donc, avec ça, ils vont faire des règles, des équerres, des cendriers de poche, qu'on va ensuite distribuer gratuitement aux étudiants de l'Université du Havre. Donc ça, c'est une chose qu'on a mis en place il y a quelques semaines, grâce notamment à la DIREL. On a fait une deuxième chose, on a mis en place aussi le recyclage des mégots de cigarettes. On passe par une entreprise bretonne qui s'appelle Mégot, donc qui est un peu plus de 350 km aussi du Havre, à Brest, qui récupère les mégots, qui les broie, qui les lave avec de l'eau en circuit fermé pour pas utiliser trop d'eau. Et avec ça, en fait, pareil, ils font chauffer et puis ils insèrent ça dans des moules pour faire des plaques de plastique. Parce que le mégot, en fait, c'est essentiellement du plastique. Donc avec ça, ils font des plaques qu'ils utilisent pour l'ameublement. Donc ils font des assises, ils font des tables, ils font des chaises, ils font des bancs, ils font tout un tas de choses avec. Donc c'est juste pour rebondir là-dessus, hein, pour dire qu'effectivement, il y a des centaines de solutions qui existent. Donc là, il y a voilà, deux exemples plus que locaux. Mais je suis d'accord avec toi, il ne s'agit pas simplement de revaloriser, il faut réduire la consommation de plastique. Donc c'est pour ça que pour les masques, nous, on a mis en place la distribution de masques en tissu, distribution gratuite aux étudiants et personnels, pour dire, voilà, c'est bien, on collecte, on récupère vos masques en plastique, mais on vous incite aussi à réduire votre consommation avec des masques en tissu. Pour les mégots, malheureusement, on ne peut pas inciter les étudiants et personnels à réduire leur usage, leur consommation de cigarettes, mais bon, l'État le fait en augmentant les prix régulièrement. Nous, là-dessus, on se contente juste de les récupérer pour pas qu'ils finissent dans l'environnement et puis de les revaloriser. Voilà, je voulais juste parler de ça 2 minutes parce que je sais que vous regardez pas forcément vos adresses mail universitaires, donc vous voyez pas forcément passer l'info. Donc je profite que vous soyez tous là ce soir. Merci Louis. Et d'ailleurs, vous avez vu dans l'épisode 2, je vais rester ici, dans l'épisode 2, il y a Yann de Réforme qui donc fait des objets à partir de plastique de mauvaise qualité. Il en fait aussi des plaques et quand on y est allé, ils étaient en train de faire des tests sur les masques parce qu'en Asie, ils en utilisent depuis bien plus longtemps que nous à cause de la pollution. Il n'y avait pas encore toutes les questions de Covid et de contexte sanitaire comme on les connaît aujourd'hui, mais ils avaient déjà beaucoup de masques à recycler là-bas. Et donc, ils recyclaient et ils faisaient des tests quand on y était sur les masques. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Oui, au fond. Merci. Alors, moi, je voulais vous féliciter pour l'approche, c'était la première chose, parce que, enfin, je pense que le plastique, c'est évidemment, c'est peut-être pas le principal problème. Mais par contre, vous êtes d'une génération
qui est plus récente que la mienne, et où le plastique, vous avez commencé dans une vie en plastique en fait, où le plastique c'était notamment les jouets en plastique, il y avait que ça, et tout était en plastique. Moi, je suis d'une génération où j'ai vu apparaître le Tupperware, par exemple, et avant, il y avait des boîtes qui n'étaient pas en plastique. Il y avait des tas de choses qui n'étaient pas en plastique, et donc on sait que c'est possible de le faire, et donc c'est sans doute le plus visible de la vie, de l'impact anthropique à l'heure actuelle, de l'activité économique. C'est une des choses les plus visibles. Maintenant, il ne faut pas oublier que la pollution de la mer, au Havre, on n'a pas la chance d'avoir l'océan, on a juste une mer, on a juste la Manche. C'est aussi la pollution chimique traditionnelle qui, finalement, les études en écotoxicologie le montrent, hein, ont un impact beaucoup plus fort sur les espèces vivantes que les plastiques eux-mêmes. Et c'est la destruction des habitats, et c'est la surexploitation, la pêche, bien sûr, hein, qui a un gros impact. Quand je parle de destruction des habitats, je parle aussi évidemment du changement global, l'acidification de l'océan, qui a un effet sur le plancton, sur la barrière de corail, etc. Tout ça, c'est pas lié au plastique, hein. Donc, faut pas oublier les autres éléments, mais par contre, la démarche sur le plastique est une démarche importante parce qu'effectivement, nous, pays riches, comme ça a été dit, en tout cas, on est environné de ces matériaux et on peut faire autrement. On peut faire un peu autrement. Alors, il faut associer à ça, à mon avis, aussi une sobriété énergétique. Je pense que ça va avec. Et il y a des petits gestes. Je suis d'accord avec la démarche qui consiste à dire qu'il faut commencer par soi-même. Et donc, il faut finalement se poser des questions. La sobriété énergétique, c'est pas seulement les déplacements, par exemple. C'est aussi penser à débrancher sa box quand on l'utilise pas. Par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir une box qui tourne toute la nuit. Ça sert absolument à rien. Et donc, voilà, ça fait tourner des serveurs, ça fait de l'énergie, etc. Donc, il y a des petits gestes comme ça qu'on peut faire. Il faut un peu se pencher sur la question. Et puis, c'est pareil, hein, j'essaye de me mettre... je disais que le plastique, c'est votre génération. La vidéo, c'est votre génération aussi. Il y a des choses super bien qui sont des livres en papier. Hein, et qui ne consomment rien, qui ne polluent rien, et qui sont parfaitement prêtables. On peut se les passer, et l'impact énergétique, il est nul là. Et ça, c'est des choses qu'il faut conserver. C'est des choses vraiment importantes à préserver. Mais autrement, bravo pour la démarche qui me paraît intéressante. Merci pour votre intervention. C'est vrai que nous, chez Bluetopia, on a commencé par le plastique parce que, comme vous l'avez dit, c'est ce qui est de plus visible. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. J'en parle ici parce que je viens diffuser la série documentaire, mais en fait, on s'est aussi nous rendu compte dans notre cheminement que c'était clairement pas le principal problème qui menaçait l'océan, qu'il y en avait plein d'autres. Et c'est ce que montre d'ailleurs l'IPBES, et je pense que c'est ce que vous aviez en tête avec ce que vous avez dit, c'est le GIEC de la biodiversité. La principale menace de l'océan, c'est la surexploitation de ce qu'on appelle des stocks, les stocks de poissons, des ressources. Ensuite, c'est la destruction des habitats. Ensuite, c'est le changement climatique. Ensuite, c'est les pollutions, où là-dedans, il y a la pollution plastique, mais pas que. Et puis à la fin, les espèces invasives. Et c'est pour ça que nous, maintenant, on traite de plein d'autres sujets, tout ce qui menace l'océan de près ou de loin, que ce soit notre consommation d'énergie, notre alimentation, ça va être le sujet de notre prochaine campagne, la manière dont on se déplace, etc. Donc, il y a tout ce qu'on fait en fait au quotidien, ça a un impact sur l'océan qui est plus ou moins important. Et les déchets plastiques, c'est pas le principal. Ouais, si je peux enchaîner là-dessus, juste pour donner cette information, il y a un article qui est paru dans Nature en 2015 qui évoque les 9 limites de la planète. Et donc il y a 9 domaines qui sont des domaines finalement 9 compartiments physico-chimiques qui ont été identifiés comme ayant une limite en fait pour la planète Terre. Alors j'aime pas le terme parce que c'est de la communication quand on parle 9 limites pour la planète. La planète elle se portera très bien, hein, c'est pour l'être humain surtout. La planète elle en a vu d'autres, hein. Il y a eu des horreurs sur le plan de perte en espèces vivantes, hein, des extinctions en masse. On pense qu'on est au niveau de la 6e extinction en masse. De masse. Mais dans les 9 limites, en fait, la pollution est une de ces 9 limites. Et il y a une caractéristique, c'est que 7 de ces 9 limites ont des bornes qui ont été identifiées, c'est-à-dire qu'on est capable de suivre des paramètres pour dire, là, on va
au-delà, où on s'approche de l'intolérable. C'est le cas, par exemple, pour l'ozone dans l'atmosphère. C'est le cas pour les températures. On parlait du GIEC. On peut suivre la température simplement. La pollution, on ne peut pas la suivre. On n'a pas de paramètres pour la suivre parce que la pollution est tellement diversifiée qu'on ne sait pas quantifier. On sait quantifier des polluants, mais on ne sait pas quantifier l'impact global de la pollution sur l'environnement. Parce qu'on ne sait pas si on va suivre les hydrocarbures, les plastiques, les résidus de médicaments, les pesticides. Il y a plein de choses à suivre, les nitrates, etc. Il y a plein d'éléments qu'on peut suivre et on n'a pas la formule, on n'a pas l'algorithme pour dire on va vers le mieux ou vers le moins bien. Hein. Si je prends en local, typiquement sur la baie de Seine, il y a des polluants historiques qui ont disparu ou qui sont beaucoup moins forts qu'avant. Donc on pourrait penser que la situation va en s'améliorant. Mais il y a des polluants plus pernicieux, je dirais, qui ont pris un relais. Alors, ils sont moins concentrés, mais ils sont plus actifs à des faibles concentrations. Enfin, c'est des résidus de médicaments, en l'occurrence, des pharmaceutiques. Et donc, ça, on ne sait pas l'estimer. Et on est encore à l'aveugle, je dirais, à ce niveau-là. Donc, il faut être prudent. Et c'est bien d'agir à ce niveau-là, parce que justement, comme on ne sait pas où on va, il vaut mieux essayer d'être vertueux dès maintenant. Bonsoir, j'appartiens un peu à la génération du monsieur, donc effectivement j'ai connu la période, le boom du tupperware et avant, et on en discutait il y a pas longtemps justement avec mes parents qui eux ont connu le pas confortable toujours, et cette notion de confort elle est très intéressante parce qu'elle peut se dupliquer dans plein de domaines différents, y compris dans le domaine énergétique par exemple, et on discutait justement de cette quand nous on avait notre génération a vu justement le boom du plastique et les services qu'il peut rendre malgré tout, et on en est venu à une conclusion que effectivement dans plein de domaines on a du réversible au sens où il y a des choses dont on peut parfaitement se passer, et l'idée de sobriété alors ça n'est pas le vent en poupe en ce moment, c'est pas trop c'est pas très populaire de dire ça. On a l'impression qu'avec sobriété rime inconfort, alors que c'est pas du tout le cas, et c'est ça qui est dommage, c'est ce changement d'image de marque en quelque sorte, et donner une mauvaise image de marque au plastique, je sais pas si c'est la meilleure des solutions. En tout cas, donner à la sobriété une meilleure image de marque au sens où on peut être confort et être sobre. Et c'est pas un truc ce qui me choque aussi beaucoup dans le reportage, c'est la réflexion par rapport à la génération ou par rapport pays riches, pays pauvres. Moi, mes parents, ils avaient pas un radis, ils avaient des meubles en carton, et pour autant, ça les a pas empêchés de bien vivre, d'être heureux. Ils ont vécu effectivement peut-être un côté inconfortable de la sobriété, mais ils ont su... Voilà, ils ont évolué dans la vie, leur consommation a évolué aussi, mais ils ont toujours gardé ce principe de sobriété, de l'énergie, de la consommation de leurs biens, etc. Et pour autant, c'est des gens qui ont très bien profité de la vie. Donc, assimiler ça à une classe sociale ou à un niveau de développement, je sais pas si c'est toujours pertinent aujourd'hui de vraiment systématiquement associer les deux. C'est pas parce qu'on a toujours envie de mieux, donc ce qui va parfois nous pousser à consommer. Par contre, si le mieux on le présente selon la manière, encore une fois, l'image de marque qu'on lui donne derrière, je pense que ça peut jouer un impact important. Et la façon dont on médiatise les choses, c'est médiatiser le plastique comme médiatiser la sobriété. Je pense que ça peut avoir un impact important. On est complètement d'accord. C'est pour ça qu'on a appelé notre série documentaire L'autre confort. C'est que nous, on avait envie de montrer que le confort, finalement, il n'était pas dans ce plastique qui est pratique au jour le jour, qui est léger, qui se casse pas, comme le montraient toutes les pubs dans les années 50-60 quand ils ont décidé de changer et de passer du verre au plastique. Et nous, on a envie de montrer qu'aujourd'hui, même si on est riche, justement, on peut très bien vivre plus sobrement avec moins de plastique et en consommant moins de manière plus générale, d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas que du plastique. On a fait cette différenciation-là de pays riches, pays pauvres, parce que ici, quand on en parle, on pointe du doigt les pays pauvres en disant que c'est eux les pollueurs. Nous, on avait envie de montrer que la réalité était un peu différente. Quand on a une belle tempête au Havre, on voit très bien que c'est nous aussi qui polluons. C'est encore un vieux qui va parler. Voilà. Pour votre information, le gars là-bas, c'est un biologiste. Alors moi, je ne sais pas si vous avez écouté que je reste, je suis chimiste. Et en plus chimiste dans les plastiques. Alors, voilà, non, moi d'abord je voulais merci beaucoup pour j'ai trouvé que c'était intéressant. Je suis déçu qu'il n'y ait pas tant de monde que ça.
Alors oui, j'ai mon métier, puis je suis citoyen aussi. Je pense qu'on est là aussi tous en tant que citoyens et des jeunes, et c'est très bien. Moi, d'abord, je voulais vous féliciter par rapport à j'ai peut-être pas vu trop de défauts. Je suis pas spécialiste non plus des montages et tout ça, mais globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien intéressant. Et surtout, j'ai trouvé que c'était très positif en fait, malgré le contexte est quand même un peu assez démoralisant quand même si on y regarde un peu de près, mais globalement, j'ai trouvé que c'était très positif et le message que vous faites passer, les messages que vous avez recueillis. De personnalités qui sont toutes, je trouve, très attachantes. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et je pense que je sais pas s'il faut dire du mal du plastique véritablement. Je sais pas. Enfin voilà. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire ensemble pour demain. Alors mes grands-parents, j'ai le même âge que l'autre monsieur là-bas, mais mes grands-parents, mes parents ont connu le début des plastiques, c'était il y a 50, 60 ans, c'était hier, et quand on voit qu'en 50 ans on a inondé la planète de tout ça, c'est quand même pas terrible. Alors je suis d'accord, il y a sûrement d'autres causes, les plastiques font partie de toutes les causes qui nous embêtent un peu actuellement, et surtout qui sont extrêmement problématiques pour l'avenir. Maintenant, il y a la partie visible et puis il y a la partie invisible qu'on ne voit pas trop parce que tout ce qui est au fond des océans, on va pas aller le rechercher. Tout ce qui est dans les plastiques, parce qu'on parle des plastiques, des polymères, mais il y a tout ce qui est les additifs qui sont une catastrophe et c'est certainement ce qui entre dans les problématiques environnementaux actuels et futurs parce qu'il y a des composés qu'on sait peut-être même plus détecter et qui sont extrêmement problématiques parce que extrêmement toxiques, y compris à très faible dose. Bon, maintenant, moi je pense que ça passe par l'éducation, ça fait partie aussi de vos objets, enfin vos ambitions, et je trouve que ça c'est extrêmement bien, c'est extrêmement intéressant. Ça passe sans doute par une réduction d'une façon ou d'une autre de nos modes de consommation, sachant qu'on est des riches nous, et que c'est sûrement moins évident, parce que quand tu disais que tes grands-parents vivaient avec des meubles en carton, c'est un peu le cas des gens qu'on observe aujourd'hui à l'autre bout du monde et qui consomment parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens finalement de consommer que du plastique. Donc il y a sûrement quelque chose à faire au niveau de l'éducation. Mais je pense que, et en tant que citoyen, la conviction qu'on peut avoir personnellement de changer autour de nous, de discuter et de faire évoluer aussi, peut-être de contribuer comme c'est fait. Moi, je trouve que c'est vraiment des initiatives intéressantes, aller s'impliquer dans du ramassage, et c'est certainement pas la solution, mais c'est au moins le fait de faire quelque chose et de collectivement faire une action. Et ça, je pense que c'est vraiment très positif dans un monde où, en plus de ça, toutes les relations sociales se délitent. Je pense que ça a aussi son importance. Maintenant, je pense que on est quand même pot de terre, pot de fer, quand même, parce que en face de nous, on a quand même des Coca qui font des campagnes de pub comme quoi ils sortent une bouteille qui est fabriquée à partir de plastique récupéré dans la mer. Et ça, c'est quand même des choses qui sont assez catastrophiques, parce que finalement, d'une certaine manière, on peut se dire, finalement, même si c'est dans la mer, c'est pas très grave, parce que finalement, on en fait encore quelque chose. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. On a vécu il y a quelques jours des Black Friday, enfin c'est une catastrophe, on le sait tous. Et pourtant, c'est quand même à la fois le fondement même des économies, des sociétés qui de toute façon sont toutes basées sur le principe de la consommation. Et finalement, c'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est contre ça qu'il faut se battre et qu'il faut arriver à changer véritablement les habitudes. On peut individuellement changer, faire moins de déchets, ramasser, etc. Mais ça changera pas tout le reste. Faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on continue à fabriquer de plus en plus de plastique, de toute façon, quoi qu'il arrive. Même si on en consomme moins chez nous avec nos bouteilles en métal, et comme on en disait tout à l'heure, je suis même pas sûr que ce soit la solution. Mais globalement, on est dans un monde où tout va croissant à une vitesse monstrueuse, parce que tout simplement, les populations que vous avez pu rencontrer, leur rêve, c'est de devenir comme nous, en fait. C'est encore ça. Donc, à autant de milliards que nous sommes sur la Terre, et encore avec des évolutions que l'on connaît qui sont assez inquiétantes en termes de population mondiale, on sait qu'aujourd'hui, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 planètes qu'il faudrait pour vivre au rythme où on va, mais on va clairement dans le mur. Donc, il y a à la fois le fait qu'on se bat contre une société qui est une société de consommation, à outrance, démesurée et sans limite. Et puis, il y a quand même, malgré tout, dans tout ça, enfin, je pense que vous en avez bien conscience, il y a une dimension politique. Aux Philippines, quand on entend qu'effectivement, il y a certainement des politiques qui sont largement moteurs, peut-être, dans des actions concrètes, parce que tout simplement la population y est sensibilisée, j'ai bien peur qu'on n'en soit pas là, en fait. Et en fait, on ne pourra pas changer le monde individuellement. Il le faut parce que on est citoyen et que c'est l'action individuelle, collective qui peut faire quelque chose, mais c'est aussi au-dessus que ça se joue. Et d'une façon ou d'une autre, il faut arriver à un moment donné à donner une dimension plus large
politiques avec des messages, mais qui vont même au-delà des nations. C'est vraiment des messages qui doivent passer à l'échelle mondiale. Voilà, donc le chantier, il est énorme, et c'est avec toutes les briques que nous sommes que peut-être les choses pourront changer, et véritablement de façon significative pour avoir un impact sur ce que vont... Moi, j'ai des enfants qui ont votre âge à peu près, hein, les jeunes qui êtes là, et j'ai juste envie qu'on change un peu les choses pour que votre avenir à vous soit meilleur, ou en tout cas soit plus positif que ce qu'on peut craindre à l'heure actuelle, quand on voit finalement les dégâts qu'on a tous occasionnés, là, tous les vieux que nous sommes, parce que finalement c'est notre responsabilité, hein, nous et nos parents, et rien d'autre. Et aujourd'hui, il y a tout ça à réparer. Voilà, donc merci encore, en tout cas, merci, parce que je trouve ça vraiment très très positif. Et voilà, faut vraiment aller ensemble vers des solutions, vers des initiatives, et collectivement, certainement, et faire évoluer les mentalités. Et c'est ça qui est important. Voilà, merci. C'est vrai que c'est intéressant cette question de la responsabilité, ça revient souvent, c'est non, mais c'est pas nous les citoyens et citoyennes, c'est les gouvernements. Ou non, c'est pas nous, c'est les industries, c'est eux qui produisent, donc en fait, nous on peut rien y faire. Mais en fait, si on se renvoie toujours la balle, les uns les autres, on n'avancera jamais. Et nous, ce qu'on aime bien dire, et c'est pour ça qu'on s'adresse aux citoyens et aux citoyennes, c'est qu'en fait, on est à la base de tout. Alors certes, on va peut-être pas avoir le plus gros impact. Nos petites actions du quotidien, elles sont importantes, mais ça va pas changer complètement la donne. En revanche, si nous, on change pas, au-dessus, ça changera pas. Et puis, il faut se rappeler que les industries et que les gouvernements, ils sont composés d'individus comme vous, comme nous, comme moi. Et donc, si nous, on ne change pas et qu'on ne change pas les personnes qui constituent ces industries et ces gouvernements, clairement, on n'avancera pas. Donc, il faut se changer soi-même, comme le dit Karl dans l'épisode 1, pour que derrière, ils aient aussi envie de changer. Et c'est la pression de l'opinion publique aussi qui va faire changer les gouvernements et les industries. Parce que si on continue d'acheter notre coca en se disant c'est cool, c'est des bouteilles en plastique qui viennent de l'océan recyclées, ou qu'on continue d'élire les mêmes gouvernements, ils vont se dire c'est parfait, ils sont d'accord avec nous, donc on continue comme on fait. Merci. Ouais, c'est vrai, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ça se trouve, c'est 2 fois plus cher, et donc comme ça, on en consomme 2 fois moins, c'est pas mal aussi. Je dois partir, je suis désolé. Oui, moi aussi. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Par rapport à la fin du deuxième épisode, enfin à l'épisode 2, on a entendu parler d'économie vertueuse, d'économie verte en quelque sorte, avec le recyclage des plastiques. Mais aussi, on a vu qu'avec l'épisode 2, que l'un des nerfs de la guerre, c'est effectivement l'argent, pour pousser les gens à consommer plus d'éléments recyclés, ou peut-être consommer mieux, c'est-à-dire avec moins d'emballage. Donc du coup, est-ce que ces économies vertueuses, on a vu aussi qu'elles étaient plutôt à des échelles assez petites, assez locales. Est-ce que ces économies pourraient être développées ou multipliées pour justement aider cette cause qui est de réduire la pollution plastique? Ouais, elle est intéressante cette question. Nous, on a fait le choix déjà d'aller voir des petits projets, donc qui sont à des échelles très locales, sur des territoires assez restreints. Il en existe des plus grands, heureusement. En France, par exemple, il y a un projet qui ressemble à Réforme et à The Plaf, qui récupère des déchets plastiques et qui en fait des plaques d'éco-construction. Ça s'appelle Le Pavé. Et eux, ils sont en train de recycler les déchets plastiques français terrestres. Pas des déchets qui viennent de l'océan parce qu'ils sont de trop mauvaise qualité et que c'est trop instable, mais du coup des déchets que nous, on produit ou que les industries produisent à grande échelle. Donc, ils sont en train d'industrialiser un peu leur démarche. Ils ont commencé avec des petites machines et maintenant, ils en ont des très grosses. Ils en ont plusieurs. Et l'idée, c'est de pouvoir recycler de plus en plus et de le faire à grande échelle pour que ça ait un réel impact. Après, nous, notre vision chez Bluetopia, c'est aussi que finalement, c'est sur les territoires qu'il faut traiter les déchets qu'on produit. Et c'est pas de faire une solution globale qui va marcher pour le monde entier et qui est à un seul endroit. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est plutôt de développer plein de petits réformes ou plein de petits Le Pavé dans différents territoires pour que ça s'adapte aussi aux déchets qui sont produits sur le territoire, aux quantités, et qu'on arrive... Il y a un sac qui a été oublié. Et qu'on arrive finalement à résoudre tout ça et à recycler les déchets sur chaque territoire en fonction des besoins et de ce qui est produit.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, donc Ouais, c'est ça. super, ok. Donc du coup, en fait, votre point de vue, ça serait plutôt de développer ces économies vertueuses, mais toujours de façon locale, mais de les multiplier, ça, de Ouais, façon locale. exactement. En mettant en avant aussi le fait qu'il faut réduire avant tout et que les personnes se disent pas, bah super, on peut continuer à produire, on peut continuer à faire des déchets parce que derrière ce sera recyclé. Parce qu'en fait, plus il y en a et plus c'est compliqué aussi à gérer. Et si on réduit au maximum les quantités qu'on produit, là, ça va être plus simple de pouvoir les gérer derrière, les recycler, plutôt que de continuer à consommer autant qu'on le fait aujourd'hui. Quelqu'un a une question? Tout d'abord, je trouve que le reportage, il est très cohérent avec la société d'aujourd'hui. Donc, moi, par rapport je fais la génération actuelle qui a justement la transition qui est en train d'être mise en place. Et c'est vrai que d'un point de vue, le plus gros problème, il est d'un point de vue sociétal et de l'éducation qui est apportée. Donc, même si maintenant, la sensibilisation, elle se fait déjà depuis une vingtaine d'années dès l'école primaire, en fait, il y a aussi le problème des générations passées qui continuent en fait avec le mode de vie dans lequel ils ont grandi. Donc, même si nous, à notre échelle, on essaye de changer, il y a aussi certains corps de métier où c'est pas possible. Je vois la production de plastique, elle est extrêmement importante pour le milieu médical. Et là, pour le coup, par contre, il n'y a pas de transition à faire parce que c'est des choses qui sont à usage unique. Mais en fait, globalement, on est toujours obligé de produire du plastique. Il y a aussi le problème de la croissance démographique qui accentue ce phénomène. Comme on disait, la production, elle est liée à la consommation. S'il y a une demande, il y a une production. Mais est-ce qu'il n'y a pas des transitions qui sont faites? Par exemple, j'ai l'exemple tout bête de la brosse à dents en plastique qui est que tout le monde veut transposer avec la brosse à dents en bambou, qui en réalité, vu que c'est créé dans d'autres pays, l'impact est nettement plus important d'un point de vue bilan carbone ou même production, parce qu'il y a tout le côté déforestation qui est associé, que la production de plastique qui est faite au final peut-être 500 km plus loin et qui reste sur le territoire. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact négatif, même si globalement il faut changer, mais il y a aussi peut-être un impact qui est plus négatif des fois à vouloir enlever le plastique et à créer autre chose, parce qu'au final l'impact en termes de ratio il devient plus important. Ouais, c'est un point important et je pense qu'il faut faire attention aux fausses bonnes solutions. Parce que souvent, l'exemple de la brosse à dents, c'est un super exemple. On change, on met au lieu du plastique parce que on se dit que le plastique, c'est la pire des choses à utiliser. On va prendre du bambou, parce que le bambou, ça va être compostable. Ok, sur la fin de vie, ce sera mieux. Par contre, sur la production et puis sur le transport, ça va pas être beaucoup mieux. En fait, il faut repenser un peu tous nos modes de pensée et nos modes de vie, et notamment au niveau de l'usage unique. Parce que la brosse à dents, si on l'utilise 3 mois et qu'on la jette derrière, oui, on va toujours avoir un problème parce qu'on produit quelque chose pour le jeter au bout de peu de temps. Et encore, la brosse à dents, ça va, mais si on prend la bouteille en plastique ou si on prend la touillette dans son café le matin, je ne sais pas s'il en reste à l'université. Peut-être que Louis a déjà trop bien fait son travail et qu'il n'y en a plus, mais c'est des choses qu'on peut utiliser parfois juste quelques secondes, qu'on a mis des années à produire. Le pétrole, on ne le sort pas comme ça en 2 secondes en allant dans son jardin. Donc, c'est des choses qui mettent du temps, qui prennent de l'énergie, qui vont polluer. Et puis après, on les jette parce qu'on n'en a plus besoin et qu'on n'en a besoin que quelques secondes. Donc, je pense qu'il faut repenser un peu ça et se dire qu'est-ce qu'on peut facilement changer et en faire du réutilisable plutôt que de l'usage unique. Sur la brosse à dents, par exemple, il y a des brosses à dents dont on peut garder le manche et changer juste la tête de la brosse à dents et l'envoyer à Terracycle pour qu'elle soit recyclée. Donc ça, c'est une idée, même si le manche est encore en plastique ou en bioplastique, ou même en bambou, si on le garde toute sa vie, au final, c'est quand même bien mieux. Et puis, il y a sur les sacs, par exemple, les sacs en plastique, si on les change avec des sacs en papier, finalement, c'est les forêts qu'on va tuer. Et puis, ce ne sera pas l'océan, mais ce sera les forêts. Donc là aussi, c'est pareil, continuer et penser à réutilisable plutôt que juste remplacer le plastique, histoire de dire on remplace le plastique. Bonsoir. Moi aussi, pour rejoindre un peu ce qui a été dit depuis le début, je trouve que les deux épisodes sont quand même bien. Je les avais déjà vus de mon côté, et je trouve que
il est bien pour plusieurs points. Le premier, c'est que les personnes qui parlent, du coup, c'est toi et Julien, merci. C'est des personnes qui sont jeunes. Donc, on peut se retrouver, nous, en tant que jeunes, dans ces personnes-là. Et je pense que l'aspect, il est moins moralisateur, moins enseignant, vu que les personnes sont jeunes, que si ça avait été des personnes un peu plus âgées. Et ensuite, je trouve que dans les 2 épisodes, on voit des paysages birmans ou indonésiens. Et sans parler, on voit la beauté de la planète et des paysages et le contraste avec les lacs ou les rivières qui sont polluées. Et je trouve que c'était bien fait. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais je trouve que ce contraste-là, il est à la limite plus parlant en mode avant-après, même si c'est pris au même moment. Mais je trouve que ce contraste, il est assez parlant et c'est assez, comment dire, choquant. Et je trouve que c'était bien fait. Donc, de par le fait que c'est choquant comme ça, je pense que c'est, pour certaines personnes qui ont plus une mémoire visuelle, je pense que c'est peut-être un peu plus parlant. Et ensuite, ce que je voulais ajouter, c'était au début, quelqu'un a parlé que notre génération, elle est née dans le plastique. Et je trouve les personnes qui lancent des associations, des fondations comme ça, qui sont notre génération, ils ont du mérite dans le sens où on est né là-dedans, dans le plastique, avec tout en plastique, nos jouets, ce qu'on gagnait à McDo aussi, c'était dans les menus, c'était dans la Pimier, c'était aussi en plastique. Et je trouve que on a du mérite, ou en tout cas ceux qui agissent vraiment, qui ont vraiment des actes, parce que les paroles c'est quelque chose, mais les actes c'est autre chose. Et je trouve qu'ils ont quand même du mérite, dans le sens où ils ont toujours connu ça, et ils veulent quand même changer malgré qu'ils aient l'habitude et que depuis tout petit on leur a inculqué cette façon de faire, cette façon d'agir et d'agir. Ouais. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de mérite et c'est bien justement par rapport à la suite des épisodes où il y aura l'épisode transmettre ou éduquer que du coup notre génération elle soit déjà dans le futur et qu'elle soit déjà dans l'enseignement et qu'elle se soit déjà auto-inculqué les bonnes manières, ou en tout cas le plus possible. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je pense que c'est de bon augure pour la suite et pour le futur. Merci. Et écoute, c'est bien que tu aies remarqué, en tout cas que tu aies aimé les beaux paysages. Nous, une des premières choses qu'on nous a reproché quand on a fait les premières projections, pour tout vous dire, c'est qu'il n'y avait pas assez de plastique. Qu'on voyait pas assez le problème, mais en fait nous c'est ce qu'on voulait, on n'avait pas du tout envie d'un énième documentaire qui montrait que le plastique c'était mauvais, que on avait tout foiré, en tout cas que peut-être les générations avant, mais nous aussi parce qu'on y a participé, avaient fait n'importe quoi et qu'on allait tous mourir demain. Nous on trouvait que ça menait plutôt à l'inaction, ce genre de documentaire, que ça déprime et que ça donne clairement pas envie d'agir, et qu'à la fin on se dit que tout est foutu et que de toute façon tant pis, autant profiter de la vie et faire au plus simple et au plus confortable. Du coup nous on avait plutôt envie de montrer que la planète sur laquelle on vit elle est magnifique, qu'il y a plein de solutions qui existent, qu'on peut les mettre en place et que c'est pas forcément toujours du moins dans notre vie on va avoir moins de plastique, moins de manger moins de viande, moins prendre l'avion. Ça peut aussi nous apporter des bonnes choses et on peut se faire plaisir dans la sobriété dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc tant mieux si tu as aimé voir les belles images. Et ensuite, petit commentaire par rapport à ce qu'a dit Monsieur Le Foll au début, le biologiste qui a parlé. Je trouve dommage qu'il soit parti, le premier commentaire ou l'un des premiers commentaires qu'il a énoncé, c'est oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le plastique. Et je trouve que c'est ça, et c'est peut-être à cause de ça, moi le premier aussi, qu'il n'y a pas assez d'actions qui sont menées à toute échelle, dans les ménages ou dans les associations. C'est qu'en fait, on reporte toujours le problème sur autre chose. Il n'y a pas que le plastique, il y a autre chose, il y a, je sais plus ce qu'il a énoncé comme problème. Et je trouve ça dommage qu'en fait d'avoir après moi je l'ai aussi cette mentalité-là. C'est pour ça que je le tacle pas, mais je relève juste. C'est qu'en fait, on reporte toujours le problème sur autre chose. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on va avancer et qu'il y aura des choses nouvelles et qu'on va progresser et que la situation va progresser. À chaque fois, si en énonçant un problème, on dit oui, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Ou c'est pas à cause de ça, c'est pas que à cause de ça, c'est aussi à cause d'autres choses. Je trouve que c'est dommage d'être, comment dire, je vais pas dire limité, mais de direct dévier la problématique, quoi, et la cause du problème, quoi. Voilà. Sachant que dans un documentaire de 1 heure, on peut clairement pas tout dire. Donc on est obligé de faire des choix. Nous on a rencontré, je vous l'ai dit, plus de 100 personnes. Là vous en avez pas vu à peine une dizaine. Donc il y a aussi des choix à faire sur qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, comment on essaye de le transmettre. Donc forcément on omet des choses et forcément il faut aussi aller creuser derrière.
Après, c'est intéressant. C'est vrai qu'il ne faut pas toujours remettre la faute sur les autres sujets ou les autres problèmes, mais je pense que c'est intéressant aussi de savoir tous les problèmes qui existent, juste être curieux et de se renseigner et pouvoir un minimum les hiérarchiser. Pas se dire, je deviens zéro déchet, mais par contre, je mange plein de viande. En fait, peut-être que c'est pas le plus intéressant à faire non plus. Donc, avoir conscience et ensuite faire ses choix en pleine conscience, ça peut être intéressant. Et dernière chose avant que je passe le micro, si quelqu'un a besoin de poser une question, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui au Myanmar, là, en Birmanie, il a dit quelque chose. Il a dit quand il a parlé à un Birman, il lui a répondu quand il lui a dit oui, il a rigolé au nez, au sourire au nez. Il a dit ouais, mais j'ai envie d'être moderne, donc je fais ça parce que c'est moderne. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que nous, en tant que pays du Nord, l'hémisphère Nord, pas riche, mais plutôt l'hémisphère Nord, développé, on est aussi l'exemple des pays du Sud, comme ce que quelqu'un a dit avant moi. Et je pense que ce qu'on fait, et tout le monde l'oublie, dont moi encore une fois, c'est que tout ce qu'on fait, vu qu'on est l'exemple en tant que pays développé, des pays sous-développés ou en cours de développement, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait maintenant, même si c'est mauvais, pour des pays qui sont encore en retard par rapport à nous, c'est ce qu'ils aimeraient faire et qu'ils rêveraient de faire. Donc tout ce qu'on fait, ça a aussi un impact sur le long terme, dans le sens où même si nous, on progresse, eux, ils vont être en retard, forcément, parce que par rapport aux moyens ou par rapport aux conditions climatiques, ils ont d'autres choses à gérer. Et je trouve que c'est dommage d'être comme ça, parce que du coup, on donne le mauvais exemple aux pays du Sud, quoi. Voilà. C'est vrai que souvent, on parle de retard et eux en parlent aussi eux-mêmes. Hein. Ils ont l'impression d'être en retard par rapport à nous, mais ils ne se rendent pas compte de la richesse qu'ils ont et de leur mode de vie qui sont bien plus vertueux que les nôtres. Et ils sont bien plus heureux aussi que nous. Souvent, nous, on se plaint de plein de choses. Dès qu'on est revenu en France, ça nous a choqués. Ou même à l'étranger, quand on croise des Français, il y a toujours quelque chose à redire ou quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on a vécu dans des familles aux Philippines qui ont $4 pour vivre par jour pour 6 personnes, où ils nous laissent leur lit alors qu'il n'y en a qu'un seul dans la maison et ils sont super heureux, ils sourient tout le temps. On a aussi des choses à apprendre d'eux et de la manière dont ils vivent, plutôt que de se dire nous, c'est bon, on est les plus développés, c'est nous qui avons le meilleur confort du monde. Oui. Ouais. On a l'impression d'être un peu des Don Quichotte, un peu du développement durable. C'est un peu frustrant. Par contre, il y a aussi quand même des signes qui sont positifs. Alors, peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour les gens qui travaillent, mais on voit très bien, par exemple, au niveau des grandes surfaces, ou ce qu'on connaît actuellement comme modèle de grande surface, le modèle, il est sérieusement en fragilité. Il y a eu plusieurs reportages, dont un sur Arte très récemment, qui montraient bien que le modèle économique est en train de vaciller, et vraiment de vaciller sérieusement. Et je pense que ça, c'est aussi un signe de ce qui est en train aussi de changer dans les modes de consommation des gens, et que mine de rien, le fait que les Français retournent vers leurs producteurs, vers les marchés locaux, vers des moyennes surfaces, et vers aussi on va dire des surfaces où on ne va pas forcément utiliser le sac plastique, et on va venir avec ces bocaux, ces petits sacs en toile pour remplir. Il n'y a pas longtemps, je suis allée dans une de ces surfaces où on a l'habitude de dire que c'est des bobos qu'ils ont. Et ce qui peut être, ou ce qui a pu être vrai à un moment donné. Et j'étais une fin de journée, où il y avait un peu pas mal de gens dans le magasin, et je me suis amusée à regarder les gens. C'était dans un magasin qui était à proximité de Montgaillard, donc à peu près, je veux dire. Voilà. Et du coup, j'étais étonnée de voir dans le magasin des gens auxquels on met l'étiquette qui ne sont pas bobos, justement. Et ces gens-là, pourtant, étaient dans le magasin, et moi je faisais mes emplettes et je discute avec la dame, et j'aime bien discuter avec les gens. Et donc, du coup, on discute de pourquoi on consomme. C'est quoi, les sachets, c'est plastique, c'est parfois pratique, mais le sachet toile, c'est aussi pratique. Et en fait, elle me dit, mais j'ai calculé que finalement, si je prends les moins chers des produits en sachet dans ce magasin-là, ça me coûte moins cher que aller toutes les semaines à Auchan. Je vais pas faire attention, je vais pas forcément consommer tout de la même manière. Et en fait, elle disait elle-même que cette façon nouvelle de consommer, de faire peut-être plus attention, de moins jeter, de moins gaspiller en quantité, de pas mettre un paquet de pâtes. En fait, j'ai appris
En fait, aujourd'hui, on ne cuisine plus un paquet de pâtes. Alors que c'est facile. Avant, c'était un modèle de consommation. Ce soir, bah, vas-y, fais le paquet de pâtes. Le paquet de pâtes n'existe plus, c'est un sac qui fait 2 kilos. On va pas, voilà. Donc, du coup, ce genre de rapport à la consommation, dans toutes les classes sociales, je pense qu'il est en train de changer. Il est suffisamment en train de changer quand même en volume pour que ça commence à faire vaciller une économie installée qui était celle des maillots de la consommation mondiale. Et si ça vacille dans nos pays, ce qu'on disait par voie de conséquence à un moment donné, par voie de domino, forcément ça va concerner d'autres consommateurs de la planète qui aujourd'hui nous envient et qui vont nous voir consommer autrement et qui vont voir le modèle économique aussi changer en amont. Alors oui, c'est vrai que c'est du temps long, enfin, à moyen ou long terme, mais ce qui est étonnant, c'est que moi je ne pensais pas que le système vacillerait aussi vite, d'un point de vue économique, d'un point de vue structure économique. Et on voit qu'aujourd'hui, clairement, ils savent que le système actuel ne peut pas être viable pour les 10 prochaines années. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça montre que, mine de rien, nos petites actions du quotidien, on a beau se dire que c'est des petites actions, mais voilà, les petites gouttes d'eau associées les unes aux autres peuvent faire les réverses. C'est intéressant. Oui, complètement, et c'est positif et ça donne de l'espoir pour la suite. Et d'ailleurs, les pays qui prennent exemple sur nous, ils ont quand même une chance qu'on oublie, c'est qu'ils n'ont pas encore les infrastructures de recyclage. Alors on peut se dire, bah ouais, c'est mauvais parce que du coup, ils ne gèrent pas leurs déchets. Mais du coup, en fait, ils vont tout de suite aller sur la réduction et sur essayer de réduire à la source le problème plutôt que de se dire, bah c'est pas grave, de toute façon, on va les recycler, donc on continue de les utiliser. Bonne soirée. Et c'est vrai que bah, nous, avec Julien, on est bénévole sur Bluetopia. On commence petit à petit à se rémunérer, mais c'est très récent. Ça fait 3 ans et demi qu'on a créé l'association et on commence à peine à se rémunérer. On vit d'une autre activité à côté. On est tous les deux indépendants. Julien, maintenant, il est vidéaste professionnel. Moi, je fais de la rédaction de contenu pour des projets engagés, toujours en lien avec l'océan. On vit avec, je pense, max 1 500 € par mois à deux, à La Rochelle. Heureusement, on n'est pas à Paris parce que je pense qu'on ne pourrait pas payer de loyer. Mais on arrive quand même à aller acheter nos courses en vrac, aller au marché, acheter aux producteurs. Donc on parle souvent de ce problème économique, du fait que ça coûte cher d'acheter bio, d'aller acheter en vrac, de mieux consommer. Mais faites l'expérience d'aller dans un supermarché où vous avez sans doute envie d'avoir acheté plein de choses dont vous n'avez pas besoin, qui sont cuisinées, qui sont transformées et qui du coup coûtent beaucoup plus cher. Plutôt que d'aller acheter juste ce dont vous avez besoin pour aller cuisiner votre plat pour le soir, je pense que ça vous coûtera moins cher au magasin bio qu'au supermarché à la grande surface. Oui, complètement. En fait, on dit que le bio coûte cher parce qu'on compare le bio de grande surface aux produits traditionnels de grande surface, alors qu'en fait, le bio hors grande surface coûte beaucoup moins cher que le bio de grande surface. J'ai l'impression d'avoir dit plein de fois les mêmes mots, je ne sais pas si c'était clair. Ok, je ne sais pas quelle heure il est. Louis, tu es mon gardien du temps. Il est 58. Est-ce qu'il y a une dernière question, réaction avant qu'on clôture? Oui. Comment ça s'est passé? Combien de temps ça a pris de regrouper des entreprises qui viennent vous aider financièrement? Combien ça a coûté de faire tous ces voyages en avion, enfin toutes ces choses-là? Alors, bon, vous avez tous entendu la question? Ouais. Alors, il n'y a pas d'entreprises qui ont financé. Vous avez vu plein de partenaires à la fin, là, dans le générique. C'est que des entreprises qui nous ont donné des produits. Donc, par exemple, nos shampoings pendant le tournage, nos shampoings zéro déchet, nos savons, une gourde qui permettait de filtrer l'eau parce qu'on ne voulait pas utiliser d'eau en bouteille, même dans les pays où il n'y avait pas d'eau potable. Donc, c'est des produits. Clairement, ça ne finance pas un documentaire. Nous, on avait fait des économies avec Julien avant de partir pendant plusieurs années. Moi, je faisais des petits boulots à côté de mes études. Je donnais des cours particuliers. C'était assez bien payé. J'avais de la chance. J'ai fait du babysitting. Et puis après, on a travaillé ensemble dans un centre de plongée. Je suis devenue guide de plongée sous-marine, comme je vous l'ai dit. Julien, lui, il est instructeur. Il a commencé une prépa et il s'est dit que c'était pas du tout fait pour lui, qu'il avait pas du tout envie de rester dans le système éducatif français, à travailler comme un dingue pour il savait pas trop quoi. Donc, elle a décidé de devenir instructeur de plongée. Ensemble, on a travaillé dans un centre de plongée. On a commencé à faire des photos et des vidéos pour nos clients. Et puis, on leur proposait de les acheter à prix libre pour l'association, pour ce projet-là qu'on avait. Donc ça, c'était en 2018.
On a réussi à avoir 6 000 euros. Nos économies, c'était environ 15 000. Et puis, non, c'était moins d'ailleurs. C'était, je sais plus, j'arrive plus à faire les comptes. Environ 10 000, peut-être à deux. 6 000 euros, donc on était à 16 000. Et puis, il nous manquait encore de l'argent pour l'équipement audiovisuel, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas d'appareil photo, on n'y avait jamais touché avant. Donc, on a fait un financement participatif. Donc, j'en parle dans le générique. C'est KissKissBankBank, 143 personnes qui ont donné un peu d'argent, fait des dons, qui nous ont permis d'avoir 5 000 euros à peu près. Donc, il n'y a pas d'entreprise. On a fait ce choix-là aussi parce qu'on ne voulait pas être contraint de dire des choses qu'on n'avait pas envie de dire. On n'avait pas envie d'être financé par Coca-Cola ou Carrefour, alors qu'on ne partage aucune de leurs valeurs. Donc voilà, ça a pris du temps. Et sur le temps, du coup, pour répondre à cette dernière question, donc on a commencé à préparer le tournage en 2018. On est parti en janvier 2019, pendant 7 mois. Et ensuite, quand on est rentré, on avait utilisé tout le budget. On n'avait plus rien. On n'avait même plus rien en arrivant en Australie, alors que ça coûtait très cher. Donc, en rentrant, il fallait travailler. Moi, je devais reprendre mes études. Donc, Julien a travaillé, j'ai repris mes études et on a monté le documentaire pendant nos soirées, nos week-ends. Donc, ça a pris du temps. Ça a mis 1 an avant qu'on le sorte. On l'a sorti en octobre 2020. Donc là, ça fait à peine 1 an qu'on l'a sorti. Je pense qu'il y a eu ce côté-là de on voit pas assez de plastique. C'est minoritaire, hein, je vous le dis, on a dû nous le dire 3 fois. Sur le nombre de personnes qui l'ont vu, je pense que c'est pas très important, c'est pas la majorité des personnes. Et il y a eu le côté oui, mais de toute façon, nous, en tant que citoyens, citoyennes, on n'a pas d'impact. Donc en fait, c'est pas à nous de changer. Donc votre documentaire, il devrait plutôt attaquer les industries et les gouvernements plutôt que les citoyens et citoyennes. On est d'accord. Oui. Non, en fait, on a pris l'avion, mais on a quand même essayé de limiter notre empreinte une fois qu'on avait pris l'avion. Donc, on est arrivé en Thaïlande et ensuite, on a fait une majorité en bus. Donc, on est allé en Thaïlande, on est ensuite allé en Birmanie, on est retourné en Thaïlande, puis le Cambodge et le Vietnam. Donc, tout ça, on a fait en bus, en transport en commun. Et puis après, on a repris l'avion pour aller aux Philippines. On a pris des bateaux pour aller sur les îles. On a mis, par exemple, pour aller sur l'île de Cebu depuis Manille, qui est l'île là où il y a l'île principale, la capitale. On a pris un bateau, ça nous prenait 24 heures au lieu de prendre un avion qui nous mettait 1 heure et qui nous coûtait 10 fois moins cher. Et ensuite, on a repris l'avion pour aller en Indonésie et encore une fois pour aller en Australie et après pour rentrer. Donc, on a fait ces 7 pays-là. Et le choix des pays, on nous le demande souvent, c'est parce que, comme je vous le disais, on voulait voir des pays qu'on pointe du doigt en France. Donc, tous les pays d'Asie du Sud-Est qui sont dans les top 5, les pays les plus pollueurs, qui envoient le plus de plastique dans l'océan. Et l'Australie, c'était pour la Grande Barrière de Corail, parce qu'on voulait voir l'impact sur les coraux, la Grande Barrière de l'utilisation de plastique. Ouais, Nicolas ? Plastic Oceans, peut-être faire un documentaire comme ça, si vous avez été contacté, ou même par exemple, on voit qu'il y a Hugo Clément qui est sur le pont, je crois, 1 fois par mois. Est-ce que vous avez été, avec Julien, du coup, contacté par... Non, pas encore par Hugo Clément, on aimerait bien. On essaye de le contacter, mais il ne nous répond pas. Mais par contre, tu me fais une super transition. Avant que vous partiez, je vais vous partager... Ah, faut que je remette mon mot de passe. Je vais vous partager le teaser de notre prochain documentaire. Donc, ce sera sur l'alimentation et les liens invisibles entre notre alimentation et l'océan. Parce qu'on en parle peu, on les voit pas, on les connaît pas. Et nous, on a très envie de travailler là-dessus. On va parler de la pêche, on va parler de l'élevage industriel, des intrants, des transports de marchandises et pas uniquement de la pêche, parce que quand on parle d'alimentation océan, on se dit il y a juste les poissons, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous voulez, je vous montre le teaser et puis comme ça après on clôture. Vous verrez l'évolution en 2 ans déjà de
la pêche, l'élevage industriel, les intrants chimiques, le transport de marchandises. Notre appétit menace le vivant. Il y a une équation qui est insoluble. C'est qu'on est plus de 7 milliards. Et 7 milliards d'êtres humains qui mangent la viande et du poisson, c'est pas possible. Sur une planète aux ressources finies, avec l'impact que ça a sur les habitats naturels et sur les espèces. Alors, que faut-il manger si on ne veut pas tuer l'océan? La viande, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais c'est terriblement polluant en fait, du moins la façon dont on la produit aujourd'hui. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que les bovins auront l'impact environnemental du mode de vie que l'on aura choisi pour eux. Un herbivore qui est nourri 100% à l'herbe, ça améliore la planète. Les pesticides ont un rôle prépondérant dans l'effondrement de la biodiversité, enfin, ce qui paraît intuitif aussi. Par définition, ce sont des produits qui sont là pour tuer des insectes. En France, des femmes et des hommes sont convaincus qu'il est possible de se nourrir différemment pour préserver l'océan sans perdre le goût du plaisir. L'intérêt, je trouve, de la cuisine végétarienne, c'est que c'est sans limite. On peut vraiment créer des choses qui sont très surprenantes. L'alimentation, c'est des choix. En fait, il y a un constat, il est implacable, il est là. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc rendez-vous en septembre. On commence le tournage en mars et puis normalement, si tout va bien, ça sort en septembre. Merci à toutes et à tous. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger. Ça fait du bien aussi de parler avec des gens en présentiel. Merci, j'espère que ça vous a plu.